Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui un accrochage de 18 œuvres relatives à la blockchain qui prennent le parti de s'intéresser à ce phénomène récent qui va regrouper des crypto-artistes, des artistes du monde du numérique, mais aussi des artistes de l'art conceptuel pour aborder les relations entre art et économie, art et copyright, telles qu'elles sont impliquées par la technologie de la blockchain. Ce qui nous est apparu évident dès l'abord, c'est que ces nouveaux médias et l'usage de la blockchain, en fait, faisaient écho finalement à une préoccupation qui a toujours eu cours dans l'art moderne et contemporain, et ceci depuis Marcel Duchamp, qui est le désir de dématérialiser non seulement l'œuvre elle-même, mais aussi sa transaction, sa circulation dans le monde. C'était présent dans l'art conceptuel, mais aussi dès les origines de l'art vidéo et de l'art sur Internet. Ce que le crypto-art ou la blockchain vont apporter, c'est en effet une façon d'authentifier et de valoriser des œuvres numériques natives comme exemplaires uniques. Alors on va parler aujourd'hui de NFT, c'est-à-dire des non-fungible tokens ou jetons non fongibles, donc des jetons numériques uniques, inscrits sur une blockchain, c'est-à-dire sur une chaîne de blocs, un registre décentralisé, inviolable et transparent. La première œuvre de cet accrochage, c'est une œuvre de l'artiste Fred Forrest, un des pionniers des nouveaux médias en France. Et Fred Forrest, au milieu des années 90, va lancer un projet sur Internet qui s'appelle Parcel Réseau, qui est une œuvre numérique, accessible en ligne, qu'il va vendre aux enchères, ou plus précisément, il va vendre aux enchères une clé de cryptage, une clé d'accès, qui va permettre à son acquéreur d'accéder de manière privative à l'œuvre. Donc, quand les NFT vont apparaître et quand ils vont connaître le succès considérable qu'ils ont connu au début des années 2020, Fred Forrest va regarder vers ce projet des années 90 et rééditer Parcel Réseau sous une nouvelle forme qu'il intitulera malicieusement NFT Archéologie, comme pour souligner l'intuition précoce qu'il a eue d'un accès privatif à une œuvre d'art numérique et donc techniquement reproductible. En 2015, l'artiste franco-américaine Sarah Meyohas, à l'âge de 25 ans, conçoit une monnaie qu'elle appelle Bitcoin. Bitcoin, c'est évidemment une référence au Bitcoin, inventé par Satoshi Nakamoto en 2008, quelques semaines après le crash bancaire qui a provoqué des remous à l'échelle de la planète sur la spéculation financière. Et sa réflexion est une réflexion évidemment critique, mais aussi extrêmement ironique, vous le voyez, avec cette monnaie dorée, évoquant la sacralisation dont a fait l'objet Satoshi Nakamoto, ce mythe contemporain complètement anonyme, par la création d'une monnaie comme on créerait une œuvre d'art indépendante du système bancaire et des États. Donc, Sarah Meyohas a fait des études d'économie et d'art et elle propose de réfléchir à la relation entre une transaction dématérialisée et sa possible transformation en un objet matériel qui est un pétale de rose, faisant allusion à la crise de la tulipe qui a eu lieu au XVIIe siècle suite à l'effondrement du cours de la tulipe en Hollande. Cette œuvre est une œuvre d'Émilie Brou et Maxime Marion, deux jeunes artistes français, qui ont tenté de produire une preuve de l'existence de l'inventeur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, en utilisant sa propre technologie, c'est-à-dire en commandant, à l'aide de Bitcoin, à des faussaires, un faux passeport au nom de Satoshi Nakamoto. Alors, il se trouve que ce faux passeport commandé sur le dark web n'est jamais arrivé. Il serait bloqué en douane depuis 2018. C'est donc toutes les traces du processus d'élaboration de ce document que les artistes présentent à travers cette œuvre. Avec Larva Labs, alias Matt Hall et John Watkinson, nous entrons dans les débuts de la crypto. En 2017, ces deux créateurs, qui viennent plutôt du monde du web design, de l'ingénierie, conçoivent 10 000 CryptoPunks qui vont devenir les avatars d'une communauté dans l'underground new-yorkais. Ce qui nous a intéressés ici, c'est le rapport entre cette esthétique pop, avec une référence évidente au pixel art élargi, avec une démarche
plus conceptuelle de ces mêmes artistes dans cet autoglyphe numéro 25 qui a été réalisé à travers une formule algorithmique basée sur des signes de ponctuation qui, à l'échelle de l'espace, vont devenir une trame peut-être semblable à ce qu'un artiste conceptuel comme Sol Lewitt a pu faire dans les années 60. Autour de cette histoire des transactions, des contrats, nous trouvons également cette œuvre de Jonas Lund, Smart Burn Contract, qui fait partie d'une série de NFT qui constituent des contrats entre l'artiste et un collectionneur. Et par ces contrats, le collectionneur s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose. Si le collectionneur ne remplit pas ses engagements, le jeton est détruit. Pour l'exemplaire du Musée national d'art moderne, eh bien, la condition de contrat, c'est que nous ne pouvons vendre aucune œuvre de la collection, ce qui est actuellement le droit français concernant les collections muséales nationales. Rob Ness fait lui aussi partie du monde de la crypto. Il est établi à Los Angeles, il vient de la musique expérimentale. C'est un nouvel arrivant dans le monde de l'art qui a tout de suite saisi l'importance de ce médium pour faire circuler des œuvres et des images avec une logique d'appropriation, de libre usage. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il se contente en fait de détourner, de se réapproprier le logo du Bitcoin. Cette œuvre de 2021 a été en fait bannie de la plateforme SuperRare. C'est un phénomène très intéressant puisqu'il fait écho à la façon dont la fontaine de Marcel Duchamp, le célèbre urinoir renversé, avait été refusée au salon à New York, puisqu'on ne percevait pas la dimension artistique d'un travail qui est simplement signé et approprié en tant qu'œuvre d'art. Et ici, Rob Ness, évidemment, revendique la possibilité de ce geste conceptuel qui est de requalifier une image existante. Jill Magid, elle-même, une artiste conceptuelle américaine, concentre son travail sur la notion du copyright. Ici, elle a littéralement hacké en fait, des fleurs qu'elle a saisies dans toute l'histoire du jeu vidéo, de Super Mario Bros jusqu'à Final Fantasy V. Et ce que vous voyez ici, c'est un bouquet qui est réellement constitué du code de chacune de ces fleurs. Donc c'est un bouquet qu'elle a créé pour la Saint-Valentin, où elle donne à réfléchir sur les limites de ce qu'on appelle le fair use en américain, c'est-à-dire la possibilité de s'approprier, de voler littéralement quelque chose pour en faire un usage artistique. Elle donne aussi à réfléchir sur la façon dont les jeux vidéo sont souvent des plateformes servant des intérêts commerciaux. Alors nous terminons le tour d'horizon de cet accrochage avec une œuvre de John Gerrard intitulée Petro National, qui est une œuvre qui aborde les enjeux écologiques autour de la question de la blockchain, question qui a nourri de nombreux débats sur ce plan. John Gerrard, avec Petro National, réalise 196 œuvres toutes différentes, reprenant la silhouette des frontières d'un pays, différent pour chaque jeton. Cette forme d'une tache de pétrole se reflétant à la surface de l'eau, tache dont l'épaisseur simulée varie en fonction de la consommation annuelle de pétrole de chacun de ces pays. Vous voyez ici en bas du cartel un QR code qui permet d'accéder directement à la pièce en ligne. C'est un point qui nous semblait particulièrement important, c'est-à-dire que ces NFT permettent de garantir la propriété, mais pour autant, ils ne privent pas nécessairement tous les internautes d'accéder à cette œuvre. Dans la continuité de la vocation expérimentale de cette collection Nouveaux Médias du Centre Pompidou, nous nous sommes intéressés donc à des artistes qui approchent la blockchain de façon critique, réflexive, et qui apportent donc une sorte de regard critique, si vous voulez, sur l'émergence de ce médium dans le champ de l'art. Alors, à travers cet ensemble d'acquisitions qui est composé de dons et d'achats, il nous semblait important de donner à voir, de témoigner de ce phénomène après les années d'emballement que l'on a pu connaître récemment. Il y a quelque chose aussi de curieux dans l'exercice de l'acquisition de jetons non fongibles, c'est que quelque part, l'acquisition permanente au sein d'une collection muséale vient interrompre ce flot de circulation des œuvres numériques qui est la raison même pour laquelle cette technologie a connu un succès dans ce domaine.